Tous les plaisirs est pour moi de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir. Le secrétaire général de l'ONU a exprimé son indignation dans un communiqué suite à la mort de 2 experts de la MONUSCO au Kasaï central. Et puis la MONUSCO exhorte les acteurs politiques à se dépasser en vue d'avoir une transition apaisée. Ce sont ces sujets qui étaient au cœur des échanges entre la MONUSCO et les journalistes Sylvie Fortuné-Mboula et Josène Bébé. Les reportages. La MONUSCO se veut optimiste quant à la suite des événements après le raté des discussions sur l'arrangement particulier entre la majorité et l'opposition. Elle exhorte la classe politique à privilégier l'intérêt du peuple. Nous appelons les différents acteurs politiques à se focaliser sur la mise en œuvre de cet accord de la Saint-Sylvestre qui est jusque-là un peu le consensus qui a été trouvé. C'est vrai que les arrangements particuliers n'ont pas pu être finalisés. Je crois que c'est important de se coller à la mise en œuvre de cette feuille de route qu'est l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés. Nous espérons, nous, au niveau de la MONUSCO et des Nations Unies, que c'est cardinal qu'on se focalise donc sur la finalisation de cet accord de la Saint-Sylvestre. Par ailleurs, les Nations Unies se disent attristées par la mort de membres de groupes d'experts de l'ONU sur la RDC, l'Américain Michael Chari et la Suédoise Zaida Catlon. Ces dépouilles ont été découvertes par les casques bleus de la MONUSCO dans le Kasaï central. Nous déplorons cela, nous condamnons cela, et le secrétaire général dit que s'il s'agit d'actes criminels, les Nations Unies feront tout leur possible pour assurer que justice soit faite. Et ça, c'est vraiment des mots forts que le secrétaire général des Nations Unies a utilisés. Nous pensons que l'enquête qui se poursuit sur le terrain va déterminer s'il s'agit oui ou non effectivement d'actes criminels. Et s'il en est ainsi, c'est clair que les Nations Unies feront tout pour que donc justice soit faite. Dans sa déclaration, le secrétaire général de l'ONU a exhorté les autorités congolaises à poursuivre les recherches pour y trouver les 4 ressortissants congolais qui accompagnaient les 2 experts onusiens. Dans ce même registre, le secrétaire général adjoint de l'ONU, Mamadou Diallo, a rencontré le Premier ministre Sami Badibanga dans son cabinet. Au centre de leurs échanges, plusieurs questions d'actualité, notamment le processus électoral Africa Mujinga. 3 points étaient au centre de l'entretien entre le Premier ministre Sami Badibanga et le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU chargé des élections et coordonnateur humanitaire Mamadou Diallo. Les 2 premiers points ont porté sur la poursuite des rencontres et des discussions entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la MONUSCO sur le renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies au Congo et la situation sécuritaire en RDC. Je me suis entretenu avec le Premier ministre également sur la poursuite de la collaboration entre les forces armées de la RDC et la mission dans le cadre de notre effort conjoint de lutte contre les groupes armés et de renforcement de l'autorité de l'État. J'ai également salué les efforts du gouvernement visant à trouver une solution négociée à la crise que nous vivons dans les provinces issues du démembrement des anciennes provinces du Kasaï oriental et occidental. Autre point abordé, il s'agit du processus électoral, plus précisément l'enrôlement des électeurs. Nous avons déjà enrôlé près de 22 millions d'électeurs congolais sur un total de 40 millions attendus. Si nous continuons à ce rythme, avec le soutien financier du gouvernement, l'accompagnement de la CENI et son leadership, mais également le soutien de la MONUSCO, nous pouvons dire avec certitude que nous allons tenir le délai du 31 juillet 2017 comme étant la date butoir de finalisation du fichier électoral. Selon le secrétaire général de l'ONU chargé des élections et coordonnateur humanitaire, l'appui de la MONUSCO au processus électoral consiste à apporter un appui logistique et technique aux opérations d'enrôlement. Il faut que j'ai les photos, hein. Face à une situation politique incertaine due au blocage en ce qui concerne l'arrangement particulier, Gaston Moutambalou Koussa préconise le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il est au micro de José Moussangana et Blaise Lunda. Il faut juste appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre. Parce que quand on lit l'accord de la Saint-Sylvestre, il n'y a nulle part là on dit qu'il faut 3 noms qu'on doit présenter. Nulle part. Il est vrai que le chef de l'État a un pouvoir discrétionnaire pour récuser un candidat présenté. Parce qu'il ne faudrait pas qu'au niveau de l'exécutif, il y ait des tiraillements, des guerres et tout ça. Mais il n'y a nulle part on écrit qu'il faut 3 candidats. On dit seulement que le Rassemblement présente quelqu'un qui sera nommé Premier ministre. Mais le chef d'État peut le récuser. On peut dire, écoutez, celui-là je n'en veux pas, il me faut quelqu'un d'autre. Pourquoi envoyer 3 noms? Il faut juste appliquer les accords. L'accord est là,
n'y a pas 3 noms, il y a juste un seul nom qu'on doit présenter. Hein, alors, tenant compte du fait qu'il doit travailler avec le chef de l'État, il peut dire, écoutez, celui-là, je n'en veux pas. Hein, on trouvera quelqu'un d'autre. Parce qu'on a signé un accord, il faut savoir le respecter. La plénière du Sénat de ce mercredi 29 mars a été axée autour de la proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité des défenseurs de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Moulaïla Tekis, l'auteur de la proposition de loi, va revenir le 4 avril prochain pour répondre aux préoccupations des élus. Eric Izami Blesunda. Texte de proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité des défenseurs de droits de l'homme en RDC, le sénateur Moulaïla Tekis, son auteur, en a fait l'exposé mercredi 29 mars devant ses pairs et devra y revenir pour répondre aux préoccupations de ses collègues. Son exposé a tourné autour de 2 points. Pourquoi une loi de protection des défenseurs de droits de l'homme? Aussi, en quoi consiste la protection des défenseurs de droits de l'homme? Le sénateur Moulaïla s'est posé une série de questions. Pourquoi légiférer en la matière? Pourquoi la RDC doit-elle avoir une loi sur la protection des défenseurs de droits de l'homme? La protection des droits fondamentaux est-elle de la compétence de défenseurs de droits de l'homme? Aussi l'auteur se demande si existe-t-il un fondement en droit international. Le monde se globalise et Moulaïla Tekis s'interroge s'il y a des exemples au sein de la communauté internationale, enfin, quels en seraient les fondements constitutionnels au Congo-Kinshasa. Au deuxième volet, pourquoi légiférer en la matière? En guise de réponse préliminaire, le sénateur Tekis Moulaïla avance que la législation se veut l'instrument moderne de codification de rapports humains dans la société. Tel est l'objet même du droit, sans lequel le rapport entre les humains va sombrer dans l'anarchie et la paix sociale s'en trouvera perturbée et compromise. Et à Moulaïla de renchérir pour rappeler que la résolution sur la protection des défenseurs de droits de l'homme en Afrique, dans son préambule, lance un appel aux États membres pour qu'ils assurent la promotion et donnent tout son effet à la déclaration de l'ONU sur les défenseurs de droits de l'homme en Afrique. La série des tueries en République démocratique du Congo, la population en a marre. Et au Sénat, les élus, dont Pascal Kabeya en a parlé mercredi 29 mars pour plaider la cause de la population de Moueneditou dans la Lomami. Rikizami Blesunda ont recueilli les réactions des sénateurs quant à la situation sécuritaire. Suivez. La situation est quand même grave. Hein? La paix sociale s'en trouve être perturbée. Le sénateur Kabeya Pascal a planché sur les tueries enregistrées en série à Moueneditou, dans l'actuelle province de la Lomami. J'ai voulu seulement informer l'Assemblée plénière du Sénat qu'il y a une situation d'insécurité qui prévaut à Moueneditou et à l'Huile. Et qu'il y a des exactions qui sont en train de se faire. Il est de la responsabilité du gouvernement et de l'État d'intervenir, de protéger ces populations. En tant que maire, Nkoy Mafuta, également sénatrice, déplore la série funeste en RDC. Pourquoi là, c'est mon cœur de mère qui parle? Pourquoi nous ne mettons pas les enfants au monde pour qu'ils meurent avant l'âge, même si nous croyons au plan de Dieu? Mais pourquoi? On gagne quoi? Au Sénat, Kabeya Pascal a déjà, par le bureau dirigé par Léon Kengwa-Dondo, invité Ramazani Chadari, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité. J'ai déjà déposé au niveau du Sénat la question orale avec débat pour le ministre, le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité nationale et aussi pour le ministre des Affaires sociales. La cause doit être attaquée à la racine et le regard de femmes, mères de surcroît, en dit long. Nous avons un grand pays, un beau pays avec beaucoup de potentialités et tout le monde peut avoir sa part du gâteau. Quand je dis le gâteau, ce n'est pas le gâteau du pouvoir, du gouvernement. Le gâteau, c'est-à-dire on vit à l'aise, il y a des hôpitaux, il y a des écoles, il y a de la lumière, il y a de l'eau, tout ça. Ici, le pouvoir exécutif doit prendre ses responsabilités. Comme le président va parler, j'espère que cette fois-ci, il va parler en tant que garant. Et quand on est garant, on prend ses responsabilités. S'il faut frapper, là où il faut frapper, vous frappez. S'il faut prendre des responsabilités, nommer un premier ministre pour qu'on démarre. Et qu'on nomme aussi un comité de suivi. La paix paraît comme un rien, mais à y regarder de près, comme la vie, rien ne vaut la paix pour bâtir une nation forte.
Ouvrant la page femme de ce journal, plusieurs institutions et personnalités ont reçu mardi 28 mars 2017 les trophées « Rien sans les femmes ». C'est pour être passé aux actes en nommant des femmes au poste des responsabilités dans leur structure ou pour avoir pris l'engagement d'accompagner les femmes dans leur combat pour leur participation dans les instances de prise de décision. Polydor Gaziami, reportage. Et inégalité entre l'homme et la femme persiste jusqu'à ce jour. Pour qu'elle disparaisse, l'implication des politiques est indispensable. Le mouvement Rien sans la femme en est convaincu et compte poursuivre son combat à travers ses nombreuses actions de plaidoirie. Les mécanismes pour le changement de la femme restent faibles. Les inégalités et disparités entre hommes-femmes persistent malheureusement dans plusieurs domaines de la vie. Plusieurs défis restent à relever quant à ceux. Ce qui justifie l'engagement des membres du mouvement Rien sans les femmes pour le respect des droits des femmes garantis dans la législation congolaise conformément aux instruments juridiques internationaux. Le mouvement Rien sans les femmes a procédé ce 28 mars à la remise des prix et certificats de reconnaissance aux acteurs et institutions ayant pris une part active dans la lutte que mènent les femmes pour une représentation égalitaire hommes-femmes dans les instances de prise de décision en RDC. Sur la liste de ceux qui ont reçu des trophées se retrouvent notamment le ministère du Genre, Enfants et Familles, le ministère des Finances, les partis politiques AFDC de Modeste Bahati, SID de Martin Fayoulou et l'UDA de Claudie Loubaya. J'accueille ce prix avec vraiment une grande joie et satisfaction. L'homme ne peut remplir la terre ni construire le monde seul. La présence de la femme à ses côtés est indispensable, mais celle-ci doit faire preuve de responsabilité, comme l'a souligné la ministre du Genre, Enfants et Familles dans son discours lu par la secrétaire générale du même ministère. Et dans son combat vers l'obtention de la parité, la femme RD congolaise ne baisse pas ses bras. On la retrouve de plus en plus dans le secteur réservé aux hommes. Arlette Ndundi est l'une de ces femmes qui, aux côtés des hommes, s'est fait une place de choix. Son portrait vous est brossé ici par Patricia Vassois. Native de la République démocratique du Congo, Arlette Ndundi est un vrai produit gaulois tel qu'elle se considère. Pour mon investissement au Congo, au départ, j'ai initié un projet qui s'appelait donc NB Transport en 2008 jusqu'en 2010. Donc belle expérience humaine, premier retour au Congo. Donc j'ai énormément appris. Cinéphile depuis toute petite, dans sa course vers la destinée, elle se retrouve cinéaste. En aucun moment, j'ai pensé qu'un jour je serais derrière la caméra ou que je serais en tout cas à l'origine où je porterais un projet comme celui qu'on est en train de faire actuellement à Kinshasa. Elle choisit d'habiter la ville de Kinshasa car cette mégapole a une particularité. On a envie finalement dans cette crise d'identité, on se dit si là où on est, où on y va en tout cas ça ne marche pas, il vaut mieux retourner d'où on vient. Et j'ai eu envie de rentrer chez moi. J'estimais que j'avais pas mal de choses à apporter. Kinshasa a une particularité, c'est-à-dire que quand on revient, on aime ou on n'aime pas. Son plus grand succès est sa compagnie de transport, mais aujourd'hui elle produit la série Jamal où elle tourne avec sa fille. NB Transport a eu un grand succès pour ma part en tout cas. J'ai soulagé la population. Vous connaissez la crise de transport dans 2008-2009. Arlette Ndundi admire la femme congolaise car sans elle, la vie n'aurait pas de sens. Je suis fan de ma maman maraîchère, de ma maman qui vend du mikaté en bas de l'immeuble, de la maman Mapak. Ce sont des femmes courageuses qui tiennent l'économie de ce pays. Sans elles, je pense que beaucoup d'enfants ne seraient pas scolarisés et beaucoup de foyers dormiraient affamés, quoi. Qui me pousse justement à aller plus loin dans ma vie professionnelle, ce sont mes enfants. À 22 ans, j'étais déjà maman. Aujourd'hui, j'en ai 41 et j'ai une fille de 19 ans. Voilà, j'en ai une deuxième qui a 16 ans et l'autre qui a 6 ans, la toute petite dernière qui d'ailleurs, que je suis en train de former dans le cinéma. À la jeune fille, elle s'adresse en quelques mots, gardez espoir. Sabrina Komba fait partie de rares de femmes au volant de grands engins. Elle est employée par l'Office de voirie et drainage OVD Kisangani. Son portrait avec notre correspondant Patrick Mangala depuis la province de la Tchopo. Ce n'est pas une mise en scène, mais une réalité.
Maman Sakina Komba, mère de 6 enfants, contribue à l'émergence de la nouvelle province de la Tchopo grâce à son travail à l'office de voirie de drainage de Kisangani. Quel rôle jouait-elle? Conduire un tracteur demande une formation au bas de l'école. Elle en a fait. J'ai fait mes études, après je suis allée à l'auto-école. Ensuite, j'ai passé mon stage et puis je suis devenue conductrice. Les difficultés ne manquent pas, mais elles se montrent comme tout autre humain. Il y a de ces hommes qui apprécient mon travail, d'autres par contre me critiquent et m'injurient. N'importe quelle femme peut conduire comme moi. Remplir sa tâche ménagère comme une mère de famille n'est qu'un problème de planification du temps. Maman Sakina Komba exhorte les femmes d'emboîter le pas de travail au lieu de rêver la vie sur les épaules des hommes. L'opération Kolwezi Ousafi a été lancée il y a peu. L'objectif est de débarrasser la ville de son insalubrité pour épargner ses habitants de maladies telles que le choléra et le paludisme. Timothée Prince Odia, reportage. Dans son rapport de l'an 2016, la division provinciale de la santé avait fait état de plusieurs maladies dues à l'insalubrité dans la ville de Kolwezi. C'est notamment la malaria et la fièvre typhoïde. Pour lutter contre ces maladies, le maire adjoint de la ville de Kolwezi, en collaboration avec des Sud-Africains, vient de lancer ce vendredi une campagne de lutte contre l'insalubrité. Dénommée Kolwezi Ousafi, traduit en français Kolwezi propre, cette campagne vise à évacuer des collines d'immondices visibles à travers la ville de Kolwezi et dans certaines parcelles résidentielles. Jacques Massengo, maire adjoint de Kolwezi, qui affirme que cette évacuation ne se fera pas gratuitement, parle d'une taxe qui sera soumise aux adhérents de ces processus. La même personne, lors du lancement officiel de cette campagne, a présenté à la population des engins et matériaux disponibilisés par la mairie et ses partenaires pour lutter contre l'insalubrité dans la ville de Kolwezi. Il s'agit de véhicules, bêches ou casques, salopettes et bien d'autres outils. Un site situé à plus de 20 km du centre-ville recevra ces immondices. La population loalabaise a salué cette nouvelle stratégie des autorités urbaines. Toutefois, elle plaide pour que cette campagne contre l'insalubrité apporte du bon fruit dans un avenir proche. Kolwezi, Timothée Prince Odia, Antenne A. En international, les négociations sur le Brexit ont officiellement été enclenchées mercredi 29 mars 2017. Retour sur le jour où la Grande-Bretagne a décidé de quitter l'Union européenne. Le 28 mars 2017, Theresa May signe le document officiel qui lance pour le Royaume-Uni le processus de sortie de l'Union européenne. Derrière elle, un seul drapeau, l'Union Jack, celui du Royaume-Uni. À Londres, 9 mois après le vote pour le Brexit, toute la presse anglaise ce matin fait sa une sur cette journée historique. Le Daily Mail, euphorique, titre « Liberté ». Le Guardian, plus circonspect, redoute un saut dans l'inconnu. Et le journal conservateur, The Times, écrit ces mots « L'histoire nous regarde ». Dans la rue, les avis sont tout aussi partagés. Moi, je suis très enthousiaste. Je suis très confiante dans l'avenir du Royaume-Uni. C'est vraiment dommage qu'on parte. Je ne suis pas sûr que ça ira aussi mal que les gens le redoutent. L'avenir nous le dira. À partir d'aujourd'hui, le Royaume-Uni va négocier pendant 2 ans sa sortie avec Bruxelles. 2 ans, c'est 730 jours. Et certaines chaînes de télévision ont commencé à mettre sur leur écran un compte à rebours. Ici, en bas à gauche, on peut lire 730 jours et on voit même à côté les heures, les minutes et les secondes qui restent avant la fin de ces 2 ans. Poursuivi pour crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, épouse de Laurent Gbagbo, a été acquittée par la Cour d'appel d'Abidjan. Suivez ce reportage.
La cour d'assises d'Abidjan a acquitté mardi l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale, un coup de théâtre alors que le procureur avait requis l'emprisonnement à vie. Les partis ont 60 jours pour introduire un pourvoi contre cette décision, a souligné le juge Kwadjo Bouaki, président de la cour d'assises, à l'issue des 6 heures de délibéré des 6 jurés. Madame Gbagbo, dont la dernière apparition au tribunal remonte à fin novembre, était une nouvelle fois absente pour dénoncer un procès qu'elle juge inéquitable. Les tabloïds de journaux Paris ce 29 mars ont été sélectionnés et commentés pour vous par Sylvie Fortuné pour la revue de presse. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Après le raté des discussions directes, Kabila a annoncé devant le Congrès. C'est le titre de la prospérité. Le président de la République, Joseph Kabila, va certainement fixer l'opinion sur les enjeux de la transition et tracer éventuellement des nouvelles perspectives d'avenir du pays après le crash du dialogue chapeauté par la conférence épiscopale nationale du Congo Senko. À quand cet oral? Jusque-là, aucune date n'est connue. Vers quel horizon se dirige le Congo-Kinshasa après l'impasse des assises des évêques catholiques? La question est sur toutes les lèvres de Congolais. À la référence plus de renchérir que le chef de l'État congolais vise à trouver un consensus pouvant débloquer la situation politique qui prévaut actuellement en RDC. Car pour lui, l'objet principal de l'accord de la Saint-Sylvestre reste l'organisation des élections dans un délai convenu par les parties prenantes. Les évêques catholiques qui assuraient la médiation dans les discussions ont mis fin à leur mission des bons offices lundi 27 mars 2017 suite à la persistance des désaccords de deux parties sous le mode de désignation du Premier ministre de la Transition et la présidence du Conseil de suivi de l'accord. Entre-temps, Jean-Marc Kabound Akabound temporise. Géopolis Hebdo renseigne que le secrétaire général de l'UDPS a annoncé une marche pacifique le 10 avril 2017 pour protester contre le pouvoir en place afin d'exiger la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. En Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo acquitté de crimes contre l'humanité contre toute attente. Coup de tonnerre à Abidjan. Poursuivi pour crimes contre l'humanité, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire a été jugée mardi non coupable à la majorité de membres du jury, alors que les réquisitoires du procureur général ivoirien Ali Yeo laissaient présager une condamnation à la prison à perpétuité. Le juge Kwadjo Bouaki a prononcé l'acquittement. L'épouse de l'ex-président ivoirien était soupçonnée par les juges d'avoir eu un rôle central dans la crise post-électorale de 2010 à 2011 qui a fait plus de temps en Côte d'Ivoire. Information relayée par Géopolis Hebdo. C'est tout pour ce soir. Bonsoir. Sous la coordination d'Alain Kuka, dont Moma Tété, les chefs d'édition, Mathieu Ngadipovi, l'opérateur de prise de vue de ce soir, et Léonard Mouimeri ainsi que Claude Toumba ont réalisé ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés au programme d'Antenne. Au revoir.